Salut Camille, Salut. merci d'avoir accepté mon invitation. Camille, tu es militante écolo et tu viens de publier un livre aux éditions du Seuil, ça s'appelle Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective. Ma première question, elle est toute simple, c'est Allez. pourquoi tu as écrit ce livre et Hmm. qu'est-ce que tu espères en fait que va générer la lecture de ce livre? J'ai écrit ce livre parce que c'est l'endroit où on ne coupe pas la parole, surtout quand on est une femme exposée. Euh, donc c'est l'endroit où on ne peut, c'est aussi l'endroit où on ne peut pas mentir en rien, on peut pas se mentir à soi, parce que c'est très solitaire, c'est un exercice exigeant et difficile. En tout cas pour moi, ça l'a été l'écriture. Donc c'est des moments où en fait on est obligé de préciser totalement notre pensée. C'est une forme d'exigence avec soi-même, c'est une maïeutique de sa propre pensée. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et j'avais du mal à comprendre pourquoi on parlait d'accouchement, des livres, ah, ça va, Oh. c'est des hommes encore qui savent pas ce que c'est et qui ont besoin d'avoir leur petit accouchement à eux. Non, non, je vois vraiment l'idée de faire accoucher une pensée, de la faire devenir corps, de devoir écrit, de choisir aussi un axe. Et il y avait cette urgence du temps long qui m'était hyper précieuse et qui m'était très souvent volée en étant dans des débats médiatiques justement très binaires, Et des combats? et des combats, bien sûr. Et donc j'avais ce besoin de pouvoir rendre hommage quelque part au temps long, parce que c'est vraiment fondamental pour moi. Et enfin aussi parce que je trouve que c'est très exigeant la posture d'autrice, parce que les gens vont passer 3 4 heures avec nous, vont nous amener dans leur intimité la plus totale, on va les avoir en pyjama, on va être peut-être les derniers mots qui vont embarquer dans leurs rêves, dans leur lit, et je trouve que ça nous oblige à une posture encore plus vulnérable et plus sincère, et, et je crois que c'est important pour moi de poser ça. Tu dis que c'est les derniers mots qu'emporte une personne, par exemple, dans son lit, ou que, et en vérité, tu parles des rêves, mais donc tu parles aussi d'imaginaire. C'est ça que, avec ta pensée dont tu as, enfin, oui, dont tu as accouché, c'est ça que tu imagines travailler, c'est les imaginaires des gens pour qu'on aille vers bah, ce fameux soulèvement écologique que tu appelles de tes voeux. J'espère leur faire gagner du temps. C'est pour ça que je l'ai écrit. J'ai pris du temps et je voulais en rien que ce soit un caprice. Face à l'urgence, tout ce que je fais, j'essaie que ce ne soit pas un caprice, que ce soit pas un livre pour plaire à mes pairs, pas un livre pour me complaire dans un milieu un peu intello dans lequel j'appartiens ou j'aspire à appartenir, et donc ce serait juste pour ça. Je veux pas que ce soit un livre parce qu'écrire un livre ça pose et ça installe. Je voulais écrire un livre parce que c'était absolument vital et nécessaire de le faire. J'ai signé un contrat au Seuil il y a plus de 2 ans. J'ai plein de maisons d'édition qui étaient venues me voir à cette époque pour faire ma bio à 20 ans. C'était quand même d'une indécence totale, je trouvais. J'avais besoin de vivre le monde avant de pouvoir le raconter. Non pas qu'à 25 ans, on ait vécu tout le monde. En attendant, j'avais cette urgence de l'écrire, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était le bon moment. Euh, voilà, et les imaginaires, en fait, les imaginaires, ce que j'essaie de faire comprendre dans mon livre, c'est peut-être justement de casser ce qui empêche des imaginaires minoritaires d'émerger, de prendre corps, de prendre notre corps intime, et puis de prendre part dans le corps social, dans le corps démocratique. Et donc, c'est la question de la puissance et de l'impuissance, et c'est réaliser. En fait, être libre, c'est réaliser qu'on est aliéné. D'abord, c'est cette étape nécessaire de le faire. Donc moi, j'ai voulu casser les chaînes qui me semblaient rendre impossible une autre manière d'être au monde, cette révolution ontologique que j'appelle, qui passe par de nouveaux imaginaires, qui sont empêchés, empêtrés, et je voulais montrer comment on était empêchés, empêtrés, pourquoi c'est une construction et pas un état de fait, qu'enfin en fait lever un peu une cocotte minute et qu'on puisse avoir l'action qui est l'étincelle, qui émerge. C'est Rosa Luxembourg qui disait ça, au commencement était l'action, ce qui l'intéresse c'est les étincelles, et moi ce qui m'intéresse aussi c'est l'étincelle, c'est ce moment où ça s'embraise en fait. Alors, dans ton livre, tu parles de différentes luttes auxquelles tu as participé, euh, partout en Europe, hein, principalement, Ouais. hein. Il y a des luttes, tu parles d'une lutte en Allemagne, tu parles d'une lutte en France, etc. Euh, Quelle réalité, on va dire, sociale et populaire tu vois dans ces luttes-là? Parce que c'est souvent, en fait, ce qui t'est reproché à toi en particulier. Là, dans la promotion de ton livre, on en Mm. parlait tout à l'heure, on t'attaque souvent là-dessus en disant, mais de toutes les façons, Camille Etienne, elle a rien compris au monde populaire. Mm. Globalement, les écolos, ils ont rien compris au monde populaire. Ils nous proposent des idées, c'est-à-dire une pensée. C'est d'ailleurs Mm. ton point de départ, hein. Ils nous proposent une pensée bon, qui parfois est appétissante et intéressante, et sûrement d'ailleurs pour partie la vérité, mais derrière, il n'y a pas de concrétude populaire aux luttes que vous menez. Est-ce que ça, c'est une réalité sociologique
que tu entends, que tu comprends ou que tu contestes. Que Tu je dis, bah non, conteste. c'est faux, Que je en fait, conteste. nos luttes sont populaires. En tout point, elles sont éminemment populaires. À partir, enfin en tout cas, mon écologie, pas l'écologie en soi. Hein. Il y a de l'écologie d'extrême droite, il y a de l'écofascisme, il y a de l'écologie de droite, il y a de l'écologie très bourgeoise. Moi, je pense que c'est fondamental qu'on laisse incarner, qu'on incarne, qu'on laisse émerger une écologie populaire par essence. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir une écologie sans les classes populaires, parce que ce sont celles qui sont les moins responsables du dérèglement climatique. Les classes précaires, en tout cas, les précaires sont les moins responsables du dérèglement climatique, statistiquement. Plus on est riche, plus on pollue, grosso modo. 10% de la population la plus riche en France émet la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays. Pour autant, la double injustice est là, c'est que ce sont ceux qui sont aussi les plus protégés des conséquences. Donc en fait, plus on est pauvre, moins on pollue, et pourtant plus on se prend en pleine tronche les conséquences de quelque chose qu'on n'a même pas nous-mêmes déclenché. Donc c'est une lutte d'abord pour la justice, en fait, l'écologie. En tout cas, celle à laquelle je souscris, c'est d'abord une lutte pour la justice. Et on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'écologie populaire, mais c'est parce qu'on ne met pas parce qu'on ne montre pas ces récits qui existent. Il y a Fatima Ouassak qui a écrit un livre pour une écologie pirate qui répond à cette question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'écologie dans les banlieues. Elle dit mais c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que on rappelle constamment à des gens n'en parlent pas, donc il y a Vert Dragon, il y a Banlieue Climat, il y a plein d'initiatives qui existent. On en parle très très peu dans les médias dominants, mais aussi parce que comment est-ce que voulez-vous qu'on défende d'une population, qu'elle défende un territoire, qu'elle défende une terre, quand sans cesse on lui rappelle que cette terre n'est pas la sienne, que le sol qui se délite sous ses pieds ne l'accepte pas, que ce n'est pas réellement son sol, que c'est un sable mouvant comme ça dont on aimerait bien qu'il se débarrasse très rapidement et qu'il retourne ailleurs. Donc c'est ancré dans une territorialité et ça doit se faire, ça passe aussi par justement des classes populaires qui peuvent se réapproprier un sol finalement. Et comment est-ce que tu réponds aux attaques principalement de la droite et de l'extrême droite, même si en plus aujourd'hui on ne sait plus trop qu'est-ce qui est droite, qu'est-ce qui est extrême droite, qui en gros disent, qui utilisent l'écologie pour créer du clivage dans la population et je reviens à ce que je disais tout à l'heure en disant bah, en fait l'écologie c'est pour les bobos et puis en gros les classes populaires elles ne veulent pas d'écologie. Et le problème de ça, je ne dis pas que c'est une réalité, mais c'est leur proposition de lecture du monde et force est de constater que bah, y a des gens qui souscrivent en fait à cette proposition idéologique. Comment est-ce qu'on fait pour contrecarrer ça? Et est-ce que tu crois que un codex, un livre comme t'en as produit, ça peut participer de cette J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup parce que enfin alors modestement, mais c'est vrai que je rappelle un peu mon parcours pour rappeler d'où je parle et précisément qui est un peu on pourrait dire une tragédie transfuge de classe, hein, c'est dans le sens où en effet j'ai les codes du pouvoir parce que je suis rentrée à Sciences Po Paris, j'ai été à la Sorbonne en philosophie, enfin un peu la recherche, etc. En revanche, je viens aussi, je suis rentrée en tant que boursière dans ces endroits-là. Je viens d'une famille où mes parents n'ont pas le bac, d'un milieu qui autour de moi très agricole, très ancré dans un territoire, ce qui est celui de la montagne. Mon père qui est guide de haute montagne. Enfin, voilà. Donc, je rappelle aussi d'où je parle et que mon engagement vient d'abord de la défense et même principalement de la défense de ces territoires-là. Et aussi peut-être rappeler que les réalités sociologiques, c'est-à-dire que autant je défends aussi, j'essaie de démonter la construction sociale d'une génération climat en m'appuyant sur des enquêtes sociologiques, de la même manière sur une écologie qui serait que bourgeoise. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, en rien c'est bourgeois. Les combats qu'on peut mener partout ailleurs sur le territoire sont menés par des gens qui n'appartiennent pas forcément et qui ne souscrivent pas à cette écologie-là seulement, en tout cas. Lorsque tu appelles à un soulèvement écologique populaire, hein, c'est un mot qui revient quand même très souvent, tu consacres même un chapitre presque entier à cette question du populaire. Est-ce que tu imagines qu'il faut qu'il y ait une adhésion plus importante de la population aux questions, enfin aux causes, on va dire, écologiques, ou est-ce que, comme tu l'as sous-entendu, je ne sais plus dans quel média, en gros, il suffit d'aller toucher, parce que ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la bouche de certains militants écolos, c'est nous, on voudrait que le gouvernement y comprenne, y fasse ça et ça. C'est-à-dire, on tape en haut. C'est-à-dire, c'est plus du tout populaire. C'est genre, si le gouvernement prenait les bonnes lois, prenait les bonnes décisions, alors ce serait bon. Toi, où est-ce que tu te situes? Tu veux parler au gouvernement ou tu veux parler à nous tous et toutes collectivement? Elle est hyper intéressante cette question. Parce qu'en fait, je pense que tout se joue là. C'est-à-dire que
tu vois, je fais la métaphore du bateau, très simpliste, hein, mais que justement dire, ok, on est tous dans un bateau, on a l'impression qu'on est promis au naufrage, qu'on ne peut rien, qu'on a cette inertie comme ça du paquebot qui nous amène vers l'iceberg et qu'on ne peut absolument rien faire. Face à ça, comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qui se passe? Il faut aller sonner l'alarme pour que tous les passagers comprennent, y compris aussi d'ailleurs ceux qui tiennent le gouvernail, comprennent. Attention, on est en train d'aller, on est en train de promettre notre propre chute. Maintenant, face à ça, on a plusieurs possibilités, plusieurs stratégies. C'est les stratégies politiques d'Hirschman, Loyalty, Voice et Exit face à un ordre établi. Donc Loyalty, c'est ceux qui sont en réalité très radicales hein, dans leur maintien de l'ordre établi. On a l'impression que c'est comme ça, que c'est une inaction climatique, que c'est des gens un peu mous qui ne font rien. Non, non. C'est une action délibérée pour maintenir un ordre établi qui arrange une minorité, rappelons-le quand même. Ils sont très radicaux dans leur maintien de l'ordre établi. Ensuite, il y a, donc ça pour moi, il faut créer un rapport de force, les contraindre. Donc, bien sûr que je ne vais pas déserter les lieux de pouvoir, précisément parce que aujourd'hui, là où on peut avoir des débats idéologiques et intellectuels très intéressants sur les sociétés sans État, dans l'anthropologie, des scolaires à travailler dessus, il y a plein de choses merveilleuses. Maintenant, concrètement, factuellement, à court terme, là où il n'y a pas d'État, c'est la loi de l'argent, c'est la loi des compagnies. J'ai pu le voir sur les fonds marins, sur la question de l'océan, il n'y a aucune loi, c'est une espèce de Far West. Il y a un débauche de traité qui a commencé là, mais en fait, du coup, qui décide? C'est les compagnies minières. Donc, il y a aussi besoin d'aller utiliser l'appareil d'État pour établir des normes et encadrer par l'État de droit, voilà, le fait que le monde ne se délite pas sous nos pieds. Ensuite, on peut avoir dans ce bateau plusieurs attitudes. Donc, il y a celle que je viens de raconter là, c'est la voice, c'est l'idée de contester. Donc, c'est la désobéissance civile, c'est l'idée d'être comme on va le faire, d'aller péter la porte du capitaine et puis d'aller le réveiller et d'aller essayer aussi de prendre les mains sur le gouvernail pour changer, pour dévier un peu le bateau. Et une troisième voie, c'est celle de exit. Donc c'est l'idée de cesser de coopérer quand à un jeu, en fait d'arrêter de jouer, simplement. C'est même plus essayer de se battre pour gagner, mais c'est dire on arrête de jouer à un jeu dont précisément ce sont toujours les mêmes qui gagnent parce que ce sont aussi ceux qui décident des règles. Donc nous on se casse en fait, on se lève et on se casse à la DNL, on le dit, on le revendique, on prend les canaux de sauvetage et on va montrer qu'on peut habiter le monde différemment et qu'on n'est pas promis au naufrage. Et ça me semble des stratégies totalement complémentaires. Est-ce que tu reconnais à certains de tes adversaires, on va dire politiques, à ceux qui ne croient pas que l'écologie doit être la colonne vertébrale de notre action politique collective, est-ce que tu leur reconnais une part de vérité? Ou est-ce que tu Bien sûr. considères que tout ce qu'ils disent de toutes les façons c'est faux et tu n'as pas à les écouter puisque Non. c'est toi, peut-être c'est nous, hein, parce que moi je suis assez d'accord avec toi, mais c'est la vérité, elle est dans le Non. GIEC et donc et elle n'est nulle part ailleurs. Alors, je pense que ce serait dangereux parce que la pensée unique, c'est l'apanage des mouvements totalitaires et autoritaires. Donc, au contraire, je défends la démocratie comme l'agone. C'est-à-dire, c'est Chantal Mouffe qui parle de ça pour un populisme de gauche, qui dit c'est l'endroit qui organise la dispute, qui organise le dissensus, c'est précisément ça, c'est le régime qui permet qu'on ne soit pas d'accord. Et c'est là où c'est fascinant, en fait, la démocratie. Donc moi, c'est par essence une écologie démocratique que je défends. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a des choses, la manière dont on habite le monde, ça c'est un objet de débat, éminemment, et il faut qu'on le fasse assez rapidement. En revanche, il y a des choses dont on ne peut pas débattre, parce que ce sont des états de fait. Par exemple, le fait qu'on manque d'eau, voilà, ce qui est dit dans le GIEC, là, on va manquer d'eau, on manque d'eau là en France en 2023, en mai, même si c'est 2% de la population qui est d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas une opinion. Le climat n'est pas une opinion. Ça encadre la démocratie comme l'état de droit, mais elle est aussi encadrée par des limites planétaires, par une matérialité du monde qui permettent cette démocratie, qui permettent qu'on vive dans un monde. Donc ça, on ne peut pas le remettre en cause. Que ça nous plaise ou non, on ne peut pas le remettre en cause. Donc, Et tu as l'impression que certains le remettent en cause? oui, mais éminemment parce que le climato-scepticisme augmente en France. On a pris 8 points depuis le moment où j'ai écrit ce livre. Je parlais déjà d'une statistique d'OpinionWay qui montrait que c'était à peu près 20% des jeunes 18-34 ans. Là, c'est en train ça a augmenté. Attends, et comment tu l'expliques? Parce que j'ai vu aussi cette statistique, mais comment tu l'expliques? Parce que je pense qu'il y a l'idée du backlash qu'on utilise beaucoup dans les théories féministes. Il y a aussi de ça, c'est-à-dire qu'une idée, on a d'abord été beaucoup ignorés, donc tous nos aînés qui sont battus, qui disaient mais on criait dans le vent, personne ne nous écoutait, rien, on n'en parlait pas. Là, c'est un vrai sujet. Ensuite, il y a l'idée que on a été moqué, donc une idée, elle est souvent moquée.
Donc là, c'est le moment Amish, le moment un peu rigolo, les moments look up, quoi. Don't look up, un peu les séquences lunaires où juste on rigole. Mmh. Maintenant, ça passe difficilement. Il y en a encore, mais difficilement. Et là, on est dans le moment où on dérange. On dérange un André Tably. Donc là, il s'organise très fortement. Il y a aussi un contexte qui fait que pendant la pandémie, la résurgence du complotisme a aussi eu des répercussions sur le climato-scepticisme. On l'a vu, en fait, il y a beaucoup qui ont ensuite devenu un peu climato-sceptiques et qui aujourd'hui sont présents notamment sur Twitter. Donc je dirais, voilà, il y a ces facteurs-là qui font que, et aussi parce que on imagine, on est dans nos bulles, en fait, on fait face à une infobésité, et donc finalement, c'est facile par les algorithmes qui achètent notre temps, qui marchandisent notre temps de cerveau, de réflexion, de repos, eh bien, on arrive à être empêtré dans nos propres idées. Et c'était le Time qui montrait ça pendant les élections américaines, quand on est tous persuadés pratiquement que c'est notre candidat qui va gagner. Mmh. Et du coup, on fait quoi? Et du coup, on fait quoi tellement à faire? On se soulève. On se soulève et mon titre, c'est un clin d'œil à la Boétie. C'était Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors on se soulève. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi.